Lisa Stone était une Américaine de 51 ans vivant avec sa femme dans une maison au Texas. Sa vie n'avait pas été de tout repos et après avoir perdu presque la totalité de sa famille en l'espace de quelques années, elle se retrouvait à présent sans emploi et avec peu d'argent. Les choses semblaient alors aller très mal pour elle et d'ailleurs un beau jour, elle va totalement disparaître. Sa disparition a d'abord été perçue comme volontaire. Mais ses meilleurs amis ont décidé de mener l'enquête et grâce à eux, bien des découvertes vont être faites. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Lisa Stone, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une histoire qui n'est pas très récente, elle date de 2010. Personnellement je trouvais cette affaire totalement folle, notamment à cause du fait que ce sont les amis de la victime qui ont mené le plus gros de l'enquête, mais aussi parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui pointent vers le ou la coupable, mais aujourd'hui, il ou elle est toujours libre et ça c'est assez fou. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez suivre un petit peu ma vie au quotidien ou si vous voulez qu'on discute. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Lisa Lynn Stone est née le 3 septembre 1958 aux États-Unis, dans la région de Dallas, au Texas. Elle a ensuite grandi dans une famille très unie avec ses parents ainsi que sa sœur et ses deux frères. Plus tard, elle a intégré le lycée de Mesquite qui se situe en banlieue de Dallas. Là-bas, Lisa était décrite comme une jeune adolescente très belle, pétillante et amusante avec beaucoup d'amis. Elle avait d'ailleurs marqué les esprits en intégrant l'équipe de majorette de son école et puis au même moment, elle va également décider de faire son coming out. Mis à part ça, à 18 ans, elle a été diplômée et c'est à ce moment-là qu'elle va connaître un chamboulement dans sa vie. Sa sœur va malheureusement décéder dans un accident de voiture et puis peu de temps après, son frère qui était homosexuel est décédé des suites du sida. Par la suite, j'imagine qu'elle a dû faire des études, mais j'ai peu d'informations là-dessus, donc on va faire un petit bond dans le temps jusqu'aux années 1990. À ce moment-là, Lisa avait une trentaine d'années et travaillait dans la vente de publicité dans les journaux. Elle avait l'habitude de sortir de temps en temps en boîte de nuit, souvent dans des clubs gays. D'ailleurs, lors d'une de ces sorties, elle va faire la rencontre d'une femme du nom de Sherry Henry. Et immédiatement, les deux femmes ont semblé avoir un coup de foudre l'une pour l'autre. Après ça, elles se sont alors rapidement mises en couple et ont même emménagé ensemble. Après ça, elles ont simplement commencé une jolie vie et tout allait pour le mieux. Mais malheureusement, un nouveau drame va toucher Lisa lorsque sa mère est décédée des suites d'un cancer. Lisa a alors été extrêmement touchée par cet événement. Elle s'était alors énormément rapprochée de son papa et puis finalement, quelques années plus tard, en 2005, il est lui aussi décédé. À ce moment-là, Lisa avait alors 47 ans et avait donc perdu la plupart des membres de sa famille. Ce qui ne va rien arranger à la situation, c'est qu'également en 2005, elle va perdre son travail dans la vente de publicité pour les journaux et selon Sherry, donc sa conjointe, cet événement a réellement marqué un tournant dans la vie de Lisa. Le fait qu'elle avait perdu son travail n'avait pas eu un grand impact financier vu qu'avec le décès de son papa, elle avait hérité de la somme de 300 000 $. En fait, le fait de perdre son travail a surtout eu un impact mental sur elle. Après ça, elle a semblé aller très mal. Et d'ailleurs, en l'espace de 5 ans, ce qui est assez étrange, c'est que les 300 000 $ dont elle avait hérité vont complètement disparaître. Je vous le dis direct, mais on ne sait pas vraiment dans quoi ces 300 000 $ ont pu être dépensés. Certains disent que c'est Sherry qui avait entièrement dépensé la somme, tandis que Sherry, elle, prétend que c'était Lisa. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça reste assez énigmatique. Mais en tout cas, à ce moment-là, Sherry et Lisa vivaient dans une maison appartenant à Lisa, une maison qu'elle avait héritée de sa famille et qui se situait au 3323 Truxillo Drive à Dallas. Et je précise que Sherry, elle, de son côté, n'avait pas de logement à elle, elle vivait dans la maison de Lisa.
En tout cas, en 2010, le couple n'avait donc plus d'argent. À ce moment-là, Lisa avait alors 51 ans et elle était toujours dans une période très noire de sa vie. Néanmoins, elle avait toujours son groupe d'amis du lycée avec qui elle était très proche. C'était en fait tous ses amis qu'elle s'était faite à l'époque dans son équipe de majorette. Lisa parlait régulièrement avec eux et leur envoyait très souvent des messages. La plupart d'entre eux étaient même très actifs sur Facebook et ils avaient créé un groupe pour pouvoir rester en contact et pour pouvoir s'envoyer assez régulièrement des nouvelles. Alors évidemment, à cette période, les amis de Lisa savaient qu'elle devait traverser certaines épreuves, qu'elle avait perdu de nombreux membres de sa famille et certains même de manière tragique. De plus, ils savaient qu'en 2010, Lisa avait commencé à avoir des ennuis financiers et d'ailleurs certains avaient même commencé à lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse s'en sortir. D'ailleurs, au début de cette année-là, l'une des amies de Lisa, qu'on va appeler Stacy, avait déjeuné avec elle. À ce rendez-vous, Lisa avait alors raconté à Stacy que sa relation avec Sherry, avec qui elle était depuis bientôt 20 ans, n'allait plus très bien. Lisa s'en plaignait beaucoup et Stacy lui avait alors dit que le mieux était de rompre, mais Lisa n'avait pas vraiment voulu l'écouter. Il faut savoir que personne ne savait réellement ce qu'il se passait entre Lisa et Sherry. On savait que le couple allait mal, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passait derrière les portes fermées, on ne sait pas ce qu'elles vivaient réellement dans leur intimité. Mais donc voilà, vous avez une idée de la situation à ce moment donné, et à présent, on va se plonger dans la journée du vendredi 4 juin 2010. Ce jour-là, une voisine du nom de Suzanne avait discuté avec Lisa. Suzanne lui avait demandé si elle accepterait de l'aider à sortir ses poubelles le lendemain et Lisa avait accepté sans problème. En tout cas, après cette courte discussion, Lisa et sa voisine se sont dit au revoir et elles se sont même dit à demain puisqu'elles se voyaient tous les jours. Mais le lendemain, le samedi 5 juin, Suzanne a reçu un appel de Sherry. C'était assez étrange parce que si cette voisine avait toujours été proche de Lisa, elle ne l'avait jamais vraiment été de Sherry. D'ailleurs, avant ça, Sherry ne l'avait jamais appelée. Mais bon, Suzanne avait décroché le téléphone et là, Sherry lui avait dit que Lisa devait subir une opération d'urgence de la vésicule biliaire et qu'elle ne pourrait donc pas l'aider à sortir ses poubelles. Sherry l'appelait donc pour lui dire que c'était elle qui allait venir l'aider à la place. Évidemment, Suzanne a été assez inquiète pour Lisa et puis d'un autre côté, elle se disait aussi que c'était gentil de la part de Sherry de lui proposer son aide. Donc voilà, après ça, plusieurs jours vont passer sans que personne n'ait de nouvelles de Lisa. D'ailleurs, ses amis avec qui elle parlait sur Facebook ont petit à petit commencé à s'inquiéter et à se contacter les uns les autres pour savoir si quelqu'un avait eu des nouvelles de Lisa. Mais voilà, personne n'en avait eu et d'ailleurs Lisa n'avait rien posté sur Facebook, ce qui était quand même étrange parce qu'elle postait assez régulièrement. Au final, l'une des amies de Lisa a fini par appeler Sherry pour lui demander où se trouvait Lisa, mais Sherry lui avait simplement répondu qu'elle venait de quitter la ville pour un moment. En soi, ça restait une réponse assez étrange, assez vaste, et donc les amis de Lisa ont continué à essayer de la contacter, mais sans succès. Ses amis discutaient entre eux, partageaient leurs recherches et avaient en soi ouvert une grande chasse à l'homme entre eux pour essayer de retrouver Lisa. Mais voilà, au bout d'un moment, ils se sont dit qu'ils devaient contacter Sherry et essayer de la confronter pour avoir des réponses. Là, on arrive à la première chose qui est un petit peu étrange, c'est que plusieurs des amis de Lisa avaient contacté individuellement Sherry pour lui poser des questions et en discutant entre eux, ils se sont rendus compte que Sherry leur avait donné des détails différents à chacun d'eux. Par contre, à chaque fois, elle disait quand même qu'il ne fallait pas être inquiet et que Lisa n'avait pas disparu, qu'elle était juste partie. Au final, après ça, plusieurs amis de Lisa ont décidé de prendre les choses en main et d'aller jusque chez Sherry pour la confronter et avoir des réelles réponses en face à face. Et donc, une fois arrivés sur place, Sherry les avait invités à rentrer et leur avait dit que justement, Lisa devait rentrer à la maison ce soir-là. Et leur a ensuite dit qu'elle allait commander des pizzas pour le souper. Après ça, Sherry avait invité les amis de Lisa à l'attendre dans la maison et elles ont accepté. Mais voilà, elles ont attendu et au bout d'une heure et demie, Lisa n'était toujours pas rentrée. Donc voilà, au final, les amis étaient repartis parce que soi-disant ce soir-là, Lisa allait finalement rentrer très très tard et ne pourrait donc pas les voir. Je précise une chose, ce que je viens de vous raconter là, c'est le récit des amis de Lisa. D'un autre côté, Sherry, elle, dira que tout ça était faux et que personne n'était jamais venu sonner chez elle.
Donc en soi, rien ne nous confirme si ça s'est réellement passé ou non, c'est la parole des amis contre celle de Sherry. Mais en tout cas, après ça, quelques jours vont encore passer et finalement, le 20 juin, Suzanne, la voisine de Lisa et Sherry, va prendre la décision de signaler la disparition de Lisa à la police. Suite à ça, les forces de l'ordre avaient alors interrogé Sherry, qui avait rassuré les enquêteurs en disant que Lisa était juste partie. 5 jours plus tard, l'affaire avait alors simplement été classée. Les autorités estimaient simplement que Lisa avait le droit de partir de son propre chef et qu'il n'y avait d'ailleurs aucun signe d'acte criminel ou de crime commis. Mais 4 jours plus tard, le 29 juin, un autre voisin a appelé la police et a demandé à ce que des agents viennent faire une vérification de l'état de santé de Lisa à son domicile. Des agents étaient alors venus sur place et lorsqu'ils avaient sonné à la porte, ils avaient été accueillis par Sherry qui leur avait simplement dit que Lisa n'était pas là parce qu'elle se trouvait à un enterrement. Les agents étaient alors repartis et n'avaient strictement rien fait de plus. En parallèle de ça, les amis de Lisa étaient de plus en plus inquiets et ont poursuivi leur petite enquête. Alors, le 2 juillet au soir, l'une des amies de Lisa, qu'on va appeler Héloïse, avait décidé de se rendre au domicile de Lisa et Sherry pour essayer d'avoir une nouvelle discussion avec Sherry. Mais alors que Héloïse était en chemin à bord de sa voiture, elle va croiser une autre voiture. Il s'agissait de la voiture de Lisa et dedans, il y avait Sherry qui conduisait. Là, Héloïse avait alors pris la décision de suivre discrètement son véhicule. Selon Héloïse, Sherry avait conduit jusqu'à un magasin à proximité qui s'appelle 7-Eleven et s'était arrêtée près de la benne à ordures du magasin. Là, Sherry y aurait alors jeté ce qui ressemblait à des paniers et à une petite valise. Héloïse expliquera ensuite qu'après le départ de Sherry, elle s'était alors rendue jusqu'à la benne à ordures pour voir ce qu'elle y avait jeté. Elle a alors récupéré la valise, l'a ouverte, et là, elle va y faire une découverte extrêmement choquante. Dans cette petite valise se trouvait l'acte de naissance de Lisa ainsi que des papiers importants dont l'acte de décès du frère de Lisa et tout un tas de photos personnelles. C'était une découverte extrêmement étrange, extrêmement incriminante et suite à ça, le groupe d'amis de Lisa a décidé de transmettre ces informations à la police. Alors, pendant ce temps-là, Suzanne, la voisine de Lisa, commençait elle aussi à avoir des soupçons. Elle se rappelait d'ailleurs d'événements étranges qui s'étaient produits juste au moment de la disparition de Lisa. La première chose étrange était évidemment cette histoire un petit peu bizarre selon laquelle Lisa s'était faite opérer de la vésicule biliaire. Suzanne se rappelait également d'un autre moment, c'était quelques jours après la disparition de Lisa et elle était rentrée dans la maison du couple. Là, elle avait remarqué que tout était en désordre, excepté la salle de bain qui était impeccable et très soigneusement nettoyée. Mais c'est pas fini parce que cette même journée, Suzanne avait également remarqué que les mains de Sherry étaient rouges et irritées, peut-être à cause de produits de nettoyage puissants comme de l'eau de Javel. En soi, beaucoup de soupçons planaient autour de Sherry à ce moment-là, et c'est vrai qu'elle semblait s'en rendre compte. Elle a alors commencé à dire que tout le monde s'attaquait à elle injustement et qu'elle était même victime d'une chasse à la sorcière. Elle dira même que ce que racontaient les voisins et les amis de Lisa était faux et qu'ils s'amusaient à inventer de fausses preuves à son égard. Mais heureusement, les amis de Lisa ont réussi à convaincre la police de Dallas de l'urgence de cette affaire et finalement, les enquêteurs en sont venus à la conclusion qu'effectivement, Sherry semblait suspecte et ils ont accepté de réouvrir l'affaire. La disparition de Lisa sera alors dans un premier temps signalée et donc rendue officielle. Ensuite, les autorités se sont rendues au domicile de Lisa et Sherry pour interroger Sherry. Ils lui ont alors demandé précisément pourquoi elle n'avait jamais signalé la disparition de Lisa. Et à ce moment-là, elle avait simplement répondu que c'était tout simplement parce que Lisa n'avait pas disparu, elle était juste partie comme elle le dit depuis le début. Mais tout de même, les enquêteurs ont noté plusieurs choses qui laissaient douter de cette potentielle fugue. Déjà, Lisa semblait avoir laissé derrière elle sa voiture ainsi que son sac à main, ce qui semble quand même assez étrange si elle avait vraiment voulu partir par elle-même. Si on ajoute à ça cette fameuse valise pleine de papiers importants que Sherry avait jetée, on peut facilement douter de cette version des faits. D'ailleurs, lorsque la police l'avait interrogée par rapport à ça,
Sherry avait déclaré qu'elle n'avait jamais rien jeté et que l'histoire était entièrement inventée. Elle va même finir par déclarer à la police qu'en vérité, c'étaient les amis de Lisa qui étaient entrés par effraction chez elle et que c'était eux qui avaient volé tous ces papiers importants, l'acte de décès, l'acte de naissance, les photos et qui les avaient par la suite jetés. En soi, ce que Sherry faisait, c'était accuser les amis de Lisa de fabriquer de fausses preuves contre elle. Mais Sherry va aller encore plus loin en essayant de prouver aux enquêteurs de toutes les manières possibles pourquoi Lisa aurait voulu partir. Elle dira qu'avant son départ, Lisa n'avait plus d'argent, elle était gravement déprimée et, toujours selon Sherry, elle avait commencé à prendre de la cocaïne, mais bon, rien ne nous le confirme. D'ailleurs, les amis les plus proches de Lisa diront que si, effectivement, ils pouvaient croire que Lisa était déprimée et sans argent, ils ne pouvaient par contre pas croire qu'elle était tombée dans la drogue. Elle n'en avait jamais parlé et surtout, ça ne lui ressemblait absolument pas. Pour eux, ça n'avait donc strictement aucun sens. Alors, pour ce qui est des enquêteurs, ils ont par la suite procédé à une fouille de la maison de Lisa et Sherry, mais ils n'ont rien trouvé qui pouvait les aider à retrouver Lisa. Mais clairement, c'est pas très surprenant, ça faisait quand même presque un mois que Lisa avait disparu. Si vraiment il y avait des preuves, n'importe quoi à trouver dans la maison, en un mois, c'était très facile de faire disparaître tout ça. Par contre, tout de même, chose importante à noter, c'est que après avoir fouillé la maison, les policiers ont appelé le service de contrôle des animaux. Les agents de contrôle étaient alors arrivés sur place et avaient retiré 26 chats et 2 chiens de la maison. Ils ont d'ailleurs noté que la maison se trouvait dans des conditions totalement insalubres et quand on demandera à Sherry pourquoi il y avait tous ces animaux chez elle, elle dira que tout simplement ces animaux appartenaient à Lisa. À part ça, quelques jours plus tard, la police va recevoir un nouvel appel assez étrange. Quelqu'un appelait pour témoigner avoir vu Sherry en train de courir près d'un ruisseau dans une zone boisée qui se situait d'ailleurs près de sa maison. Le témoin dira l'avoir vue très essoufflée et même couverte de boue. C'est effectivement un témoignage extrêmement étrange. La police avait alors interrogé Sherry à ce sujet et elle avait admis qu'effectivement, c'était bel et bien elle que le témoin avait vue. Elle a en fait expliqué qu'elle courait car elle avait vu des gens s'approcher de sa maison et comme elle savait qu'à ce moment-là, elle était devenue l'ennemi public numéro 1, elle avait eu peur pour sa sécurité et avait donc décidé de s'enfuir. Les policiers ont alors eu l'air de se contenter de cette déclaration, mais les amis de Lisa étaient quand même très perplexes et ils ont alors demandé à la police de fouiller la zone au cas où quelque chose pourrait y être retrouvé, mais malheureusement, rien n'y a été trouvé. Il faut savoir que la maison de Lisa et Sherry se situait dans un quartier très peuplé. On pourrait donc croire que si Sherry avait fait du mal à sa femme, quelqu'un aurait dû voir quelque chose. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. L'arrière de la maison et même les côtés étaient clôturés avec une grande clôture qui était très haute. Ça veut donc dire que si un drame était survenu dans la maison et même dans le jardin, eh bien en réalité, personne n'aurait pu voir ce qu'il se passait. Alors maintenant, imaginons que Lisa avait bel et bien été assassinée. Aux alentours de sa maison, il y a quand même pas mal d'endroits où cacher un corps. Il y a par exemple le lac White Rock situé à 6,5 km à l'ouest de la maison et le lac Ray Hubbard, un lac plus grand situé à 13 km à l'est. Et puis, il faut noter que la maison était également entourée de parcs et de bois. Clairement, de là où on était, en quelques heures seulement, un corps pouvait disparaître. J'ai pu voir que la police avait quand même fait des recherches aux alentours, dans certains terrains, des zones boisées, dans les lacs, mais qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais d'un autre côté, c'est très grand, c'est de très grands espaces, de grandes étendues d'eau, donc ça aurait été difficile dans tous les cas de retrouver quelque chose. En tout cas, Sherry, de son côté, a continué à maintenir son innocence tout en disant que Lisa souffrait de problèmes de santé mentale et de consommation de drogue et qu'elle avait soit fui pour se reconstruire une vie ailleurs, soit elle était partie et avait mis fin à ses jours. Mais dans tous les cas, elle maintiendra le fait qu'elle n'avait strictement rien fait à Lisa. Les forces de l'ordre ont tout de même déclaré que Sherry était une personne d'intérêt et même leur suspect numéro 1. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2025, ça va bientôt faire 15 ans que Lisa a disparu et Sherry n'a encore jamais été arrêtée. La police a effectivement reconnu que la disparition de Lisa semblait assez grave, peut-être même criminelle, mais selon tous les amis de Lisa, eh bien les autorités n'ont pas assez pris la situation au sérieux. Et d'ailleurs, on s'en rend compte parce que tout ce que les autorités ont fait,
c'est seulement ce que les amis de Lisa leur ont demandé de faire. Autrement dit, si ces amis n'avaient pas existé, aujourd'hui on n'aurait rien, aujourd'hui il n'y aurait même pas de disparition officielle, on n'aurait strictement aucun élément. D'ailleurs, il faut savoir que Sherry avait fini par déposer plainte contre les amis de Lisa. Dans sa plainte, elle dira qu'elle se sentait traquée et harcelée par ces gens-là, et donc les amis de Lisa ont dû terminer leurs recherches et arrêter totalement d'enquêter, sinon ils auraient eu des problèmes avec la justice. C'est assez fou parce que c'était en soi les seules personnes qui se bougeaient un petit peu pour Lisa, pour essayer de la retrouver, et aujourd'hui, la justice les empêche de faire plus. Alors, personnellement, je peux pas vous dire si Sherry est réellement coupable ou non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de faits marquants qui peuvent la désigner comme une bonne suspecte. Il y a aussi quelque chose qu'on peut facilement imaginer, c'est que si Sherry avait réellement fait du mal à Lisa, je pense que le motif principal serait l'argent. Sherry semblait aimer l'argent et d'ailleurs certaines sources disent que c'est elle qui aurait dépensé seule les 300 000 $ de l'héritage de Lisa. Je rappelle qu'en 2010, le couple était fauché, il n'avait quasiment plus rien. On peut alors se demander si Sherry n'avait pas tué Lisa pour ensuite avoir des indemnités et l'argent des assurances. Il faut d'ailleurs savoir qu'elle avait déjà commis un crime lié à l'argent. En 1995, Sherry avait en fait été reconnue coupable de fraude et de falsification pour avoir falsifié un chèque de 8 000 $ sur le compte du père de Lisa. Sherry avait même admis l'avoir fait, mais elle s'était défendue en disant que c'était une erreur et qu'à présent elle avait bien compris la leçon, mais tout de même, cet événement pose quand même des questions. En tout cas, c'est sur ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories, si vous pensez, vous, que Sherry est coupable. Sinon, à part ça, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!